grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Haloud Mauni. Shenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. 4e République, quel enjeu et défi, c'est le thème central de ce grand dialogue. Une nouvelle constitution est en vigueur au Mali depuis samedi dernier, 22 juillet. Après 31 ans de vie, la 3e République a laissé la place à la 4e. Pour le président de la transition, il s'agit d'un nouveau départ, celui du Malikoura. Ce Malikoura, selon le chef de l'État, ambitionne de bâtir une économie forte qui se fondera sur les technologies nouvelles et une industrie de transformation des ressources naturelles. Qu'est-ce que l'avènement de la 4e République va changer au Mali? Quels sont les défis et les enjeux? Quel est le regard des acteurs politiques sur la naissance de cette 4e République? Studio Tamani pose donc le débat. Nos invités, Boulambaro, membre du directoire du parti SINID, Congrès national d'initiative démocratique, Sekou Niamé Bathily, porte-parole du Rassemblement pour le Mali RPM, et Youssouf Daba Diawara, coordinateur général de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko Semas. À la présentation, je suis Imrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Malgré la contestation de certains partis politiques, la Cour constitutionnelle a donné vainqueur le oui avec 96,91% de suffrages exprimés contre 3,9% pour le non. C'était le vendredi dernier. Youssouf Daba Diawara, vous êtes de la CEMAS. Comment avez-vous accueilli ces résultats définitifs? Merci M. Maïga. Je profite de votre micro pour saluer tous les Maliens et les camarades qui sont sur place ici. Et comme vous l'avez si bien dit, le vendredi passé, on a vu que la Cour a donné ses résultats. Et vraiment, on a été surpris par rapport à ce qui a été dit là-bas. Parce que pour nous, on avait fondé beaucoup d'espoir sur la Cour en pensant qu'ils allaient dire le droit pour une fois au Mali. Mais malheureusement, malgré toutes les requêtes qu'on a eu à déposer au niveau de la Cour, on a vu que la Cour n'a fait que suivre ce que le prince du jour veut dans ces pays. Vous dites que vous avez été surpris. Surpris comment? Parce que les requêtes qu'on a eu à déposer étaient des requêtes vraiment fondées avec des pièces jointes à l'appui et nous pensons qu'on avait des arguments vraiment solides pour permettre à la Cour de trancher cette question juridiquement parce que pour nous, les autorités qui sont là actuellement n'ont ni la légitimité ni la légalité pour pouvoir élaborer une nouvelle constitution. Vous dites que vous attendez à ce que la Cour constitutionnelle dise le droit. De quel droit il s'agit? Est-ce que vous estimez que le droit n'a pas encore été dit? Nous pensons que le droit n'a pas été dit. Vraiment. Sincèrement, nous pensons que le droit n'a pas été dit. Et comme je l'ai dit, vraiment, on a vraiment été surpris parce que dans le passé, on a vu que la Cour a eu le courage, par exemple, de dire au niveau du CNT que les membres ne sont pas des parlementaires, mais que c'est des conseillers. Donc, c'est dans cette optique qu'on a voulu les saisir pour qu'ils puissent dire le droit et faire barrage à la nouvelle constitution qui a été initiée par le président de la transition. De ne pas accepter pour que le oui passe? Non, ce n'est pas de ne pas accepter pour le oui, mais d'annuler même le processus. D'annuler le processus? Oui. D'accord. Alors, Sekou Niamé Bathily, comment avez-vous accueilli ces résultats, vous aussi, du côté du RPM? D'abord, permettez-moi de profiter de votre plateau, bien sûr, aussi pour joindre ma voix à celle de mon parti, le Rassemblement pour le Mali, le RPM, présenter nos condoléances les plus attristées à la formation politique frère qui est l'ADEMA suite à la disparition de leur président Marmancha Diarra. Et après, pour revenir à votre question, je pense qu'au niveau du RPM, nous avons pris acte. Et j'avoue que j'ai sali le courage de mon frère Diawara et son organisation et bien d'autres qui ont déposé des requêtes afin d'annulation du scrutin référendaire qui s'est tenu le 18 juin dernier dans notre pays. Il y a eu tellement de violations, il y a eu tellement d'irrégularités qui ont émaillé le processus à tel point qu'on pouvait s'attendre à ce que la Cour se prononce autrement. Peut-être qu'ils ont eu beaucoup de courage que nous autres, nous n'avons pas encore eu. C'est dans une transition ou dans un état où la Cour a eu par deux fois à valider, à introniser
à travers nos institutions judiciaires, les acteurs des coups d'État. Je ne pense pas si on peut s'attendre à d'autres décisions de cette même Cour pour invalider le référendum. Notre Constitution, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle Constitution, nous demande aussi, nous en tant que citoyens, parce que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent et au pouvoir public et à tous les citoyens. Donc nous prenons acte au niveau du RPM et nous pensons que c'est une page qui est tournée et désormais derrière nous. Nous pouvons travailler à ce que les imperfections au niveau de la Constitution du 22 juillet 2023 puissent être corrigées à l'avenir et travailler à cela, mais tourner définitivement la passe du référendum pour s'attaquer aux défis futurs et pour sortir de cette transition. Quand vous dites que le RPM a pris acte, est-ce à dire que vous n'êtes pas satisfait des résultats prononcés? Non, pas du tout. Et nous ne sommes pas satisfaits de la préparation surtout. C'est ce qui inquiète beaucoup. Moi, je ne m'attarde pas beaucoup sur les résultats. Parce que les partis ont demandé, à donner la liberté aux militants de voter les oui ou les non. Moi, personnellement, j'ai voté les non. J'ai mes raisons par rapport à ça. Donc, je ne m'attarde pas beaucoup sur les résultats. Mais la préparation même du scrutin donne à réfléchir. Un scrutin référendaire où on permet toutes sortes de pièces de voter avec les permis de conduire, etc., etc., alors que nous nous acheminons vers l'organisation d'autres scrutins qui mettront fin à la transition, ça doit inquiéter. C'est surtout à ce niveau où nous, on n'est pas satisfait et nous attendons des autorités de la transition des corrections à ce niveau-là avant de nous engager vers d'autres processus. Naissance d'une 4e République souhaitée par le parti CINID, Congrès d'initiative démocratique. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e République. Quel est votre regard? Merci. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé activement à l'aboutissement d'une étape dans un processus démocratique. Je salue l'adoption de la Constitution du 22 juillet 2023 parce qu'en tant que CINID, du début à la fin, nous avons été partie prenante et à l'initiative et dans l'activité qui a conduit à cette Constitution. Et il faut aussi rappeler que le débat concernant les référendums constitutionnels, à mon avis, cette page est tournée. Nous sommes aujourd'hui dans une phase d'une nouvelle ère démocratique pour notre nation. Et je suis tout à fait heureux de vivre ce moment-là. Parce que le CINID Faso Louaton, que je représente ici valablement, est l'une des formations politiques qui a eu la chance de vivre ces deux moments-là. Que ce soit le référendum de 1992, que ce soit le référendum de 2023. Nous sommes l'une des rares formations politiques qui ont participé à la révolution de mars 1991, qui a donné naissance à la Constitution de 1992. Nous sommes aussi partie prenante de la révolution du M5 et qui a abouti à l'adoption de cette Constitution dont nous parlons aujourd'hui. C'est vraiment à saluer et c'est l'occasion pour moi de saluer les militantes et les militants du CINID Faso Louaton qui, dans leur résistance et dans leur résilience, ont tenu bon. Donc nous ne pouvons qu'applaudir cette nouvelle Constitution qui vient d'être adoptée. Le débat référendaire, le débat lié aux élections est clos chez nous. Cette page est tournée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut construire? Nous allons en parler plus tard. C'est la grande question que nous nous interrogeons pour mettre des institutions fortes afin d'apporter des solutions durables aux préoccupations des Maliens. Vous avez touché presque le mot annoncé par le président de la transition. Vous avez dit que c'est une nouvelle ère qui commence pour le pays. Le président de la transition, selon lui, c'est un nouveau départ pour le Mali. En quoi l'avènement de la 4e République constitue un nouveau départ pour le Mali? Vous savez,
c'est un événement historique. Et je pense que les Maliens en ont connu plusieurs. C'est un événement parmi tant d'autres. Donc, c'est historique. Ça doit être retenu comme un élément majeur de la construction démocratique d'une nation. Donc, un nouveau départ, oui, un nouveau départ. Pas pour simple slogan, mais il faut mettre des institutions réellement valables qui seront en mesure de faire face aux préoccupations, aux exigences démocratiques du peuple malien. Parce que jusque-là, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour que cette démocratie puisse être bénéfique pour les Maliens. Mais malheureusement, depuis des années, nous constatons que les promesses de la démocratie ne sont pas en train d'être réalisées. Et j'ose espérer que cette fois-ci, nous pourrons faire et réaliser les promesses de la démocratie tant attendue par les Maliens. Parce que la démocratie ne peut pas être un vain mot. Il ne s'agit pas aussi de mettre seulement des institutions, mais il faut mettre des institutions fortes qui sont réellement représentatives du peuple malien. C'est à cela qu'on doit s'atteler aujourd'hui. D'accord. Pour Semence, dans un communiqué, la promulgation de l'acte fondamental est un danger pour le Mali. En quoi la promulgation peut constituer un danger pour le Mali? Ok, merci bien. Bon, c'est pas que la promulgation est un danger pour le Mali. Nous pensons simplement que la nouvelle constitution qui a été promulguée, c'est ça qui est un danger pour le Mali. Le camarade vient de le dire, il a dit que pour eux, le débat est clos. Mais nous disons que non. Parce que par rapport à la forme, on peut dire on peut clore ce débat, si nous voulons bien. Mais par rapport au fond, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes dans cette constitution. Et si nous continuons avec ça, sans les dire, je pense que l'histoire va nous juger. Comme il a si bien dit, c'est un moment fort, un moment crucial de notre histoire démocratique. Donc pour nous, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces débats-là. Que le débat, qu'on puisse laisser le débat de la forme, mais au moins qu'on parle du fond. Parce que nous, on a beaucoup de réserves, on l'a dit depuis, mais aujourd'hui aussi, ces mêmes réserves sont dedans, dans la nouvelle constitution, n'ont pas été changées. Donc pour nous, nous pensons que cette nouvelle constitution est un danger pour le Mali. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut améliorer selon vous? Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû changer. L'histoire récente de notre démocratie nous a montré que, par exemple, la Cour constitutionnelle joue un grand rôle par rapport aux élections. Et je pense que la dernière fois, c'est la Cour qui a été à l'origine du soulèvement, si je peux le dire, avec les députés qui ont été élus par Manassa. Donc, nous, on avait demandé en son temps de vraiment changer les prérogatives de la Cour, parce que la Cour peut et réformer les résultats. Mais jusqu'à présent, il y a ces mêmes problèmes qui existent dans la nouvelle constitution. Au-delà de ça, il y a d'autres articles qu'on peut citer. Il y a l'article 189 qui parle de l'amnistie de ceux qui ont fait le coup d'État. Il y a l'article 190 qui, en notre sens, peut prévoir la candidature des autorités qui sont actuellement à la transition et qui sont actuellement là. Parce que l'article 190 dit que les institutions qui sont déjà rétablies gardent leurs compétences et leurs attributions. Donc cela peut permettre au président de la transition d'être candidat dans notre entendement. Donc pour nous, il y a tous ces trucs-là, malgré qu'on ne peut plus changer vu que ça a été promulgué, mais on peut être là pour avertir les Maliens et dire le danger qu'il y a dans la nouvelle constitution. Je vais m'arrêter là par rapport aux articles. Comme je l'ai si bien dit, nous, notre problème aujourd'hui, on peut dire que le débat par rapport à la forme, on peut le laisser, mais le fond, il faut qu'on en discute. Ceux qui pensent qu'on doit laisser ces débats, nous pensons que vraiment, ce débat doit continuer vraiment. D'accord. Sékou Niamé Bakili, la Constitution de 1992 a-t-elle montré ses limites? Oui, bien sûr. Du fait que pendant tous les régimes, les différents présidents ont essayé à chaque fois de réviser la Constitution de 1992. Ça voudrait dire qu'on arrivait à une étape où il fallait aller de l'avant. Mais c'est la manière qui pose problème à chaque fois. Donc c'est pourquoi cette fois-ci, nous avons estimé dans un premier temps que les autorités qui étaient là n'étaient pas légitimes pour aller dans ce sens-là. Et au-delà aussi, elles n'ont pas pu rassembler les forces vives de la nation et trouver un consensus autour du projet
projet de constitution qui a abouti à la constitution du 22 juillet. Nous le savons, le taux de participation est de 38%, contrairement au référendum de 92 où le taux de participation était de 42%. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, les autorités ont essuyé à faire adhérer le maximum de Maliens à ces projets de constitution. Là aussi, les doutes s'installent à ce niveau. Mais je suis d'accord avec le frère Diawara qui dit que le débat de forme peut être clos, mais le débat de fond perdure. Là, quand même, il s'agit bien d'un processus. C'est pourquoi moi je dis nous devons actuellement aller vers l'avant, essayer de corriger les imperfections. Parce qu'il n'y a aucun texte dans le monde qui peut faire l'unanimité. Il n'y a aucun texte où aussi il n'y a pas de failles. Il y a des points positifs dedans, mais il y a des menaces. Parce que nous avons vu que la Constitution du 22 juillet 2023 consacre une hyper-présidentialisation du régime, et nous le savons. Le combat qui a été mené par le M5-RFP, sans être membre du M5-RFP, je pense que mon frère Boulan Barou est là, sous Ibeka, le combat était de réduire au maximum les prérogatives du président de la République. Nous savons très bien qu'en Afrique, on a l'habitude de créer des demi-dieux. On ne vote pas une constitution pour une personne, on le vote pour la nation. Assimi est président de la transition aujourd'hui. Et n'oublions pas que Modibo était là, Moussa Traoré était là, président de la République, Alpha était là, ATT était là, Ibeka était là. Où sont ces hommes-là, ces grands hommes-là? Pour la plupart, ne sont même pas de ce monde-là. Donc, on ne peut pas voter une constitution parce qu'on veut Assimi, parce qu'on estime Assimi, parce qu'on soutient Assimi. Non. Il peut être aujourd'hui. Demain, mon frère Boulan peut être président de la République. Il garde sa lucidité, il est conscient. Mais un jour, on peut se retrouver avec un président qui n'est pas de cette trempe-là et qui va quand même utiliser toutes les prérogatives que la Constitution lui accorde. Et en ce moment, que ferons-nous? Le combat du M5-RFP était aussi de recomposer la Cour constitutionnelle, retirer certaines prérogatives afin qu'il ne donne pas les résultats définitifs des élections. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans la nouvelle constitution, la Cour constitutionnelle garde toujours cette prérogative de proclamation des résultats définitifs. Le combat du M5-RFP était aussi de faire de telle sorte que le président de la République ne soit pas président du Conseil supérieur de la magistrature. Qu'en est-il avec la nouvelle constitution du 22 juillet? Le président de la République, non seulement à l'article 64 de la nouvelle constitution, garde ses prérogatives de président du Conseil supérieur de la magistrature, il est en charge de la mutation des magistrats, il décide, et aussi il parle aussi, il a cette prérogative-là concernant la discipline concernant les magistrats, et le même président de la République nomme le président de la Cour suprême. Et le président de la République, dans tout ça, il nomme encore le président de la Cour des comptes, la nouvelle institution créée dans la Constitution du 22 juillet. On nous a dit que oui, on a la chance cette fois-ci d'éviter les coups d'État parce qu'on peut destituer le président de la République. C'est de la poudre au jet. On le sait très bien, le processus s'est fait de telle sorte que ça ne peut jamais aboutir. On ne peut pas arriver à bout de ce processus-là. Parce qu'on a désormais un Parlement à 2 chambres. C'est le bicaméralisme. Il faut que chaque chambre vote à 2 tiers, à la majorité de 2 tiers de ses membres. Et pour aboutir à la commission, au congrès ad hoc dirigé par le président de la Cour suprême, qui est nommé par le président de la République. Disons-nous la vérité. Donc c'est la Constitution. Mais le peuple peut saisir la Cour de justice. Vous savez, ce qui est marrant dans tout ça, non seulement le président a gardé ses pouvoirs que la Constitution de 92 l'accordait, en plus de cela aussi, il a bénéficié de beaucoup plus de pouvoirs que l'actuelle Constitution, la nouvelle, lui accorde encore. Non seulement c'est lui qui détermine la politique de la nation, le Premier ministre n'est plus responsable devant le Parlement, et le président ne peut pas être interpellé et démis de ses fonctions, comme on a vu que la Constitution peut démettre à travers une motion de censure le Premier ministre. Le Premier ministre qui n'est plus responsable ne peut pas être déçu par motion de censure. Le Premier ministre deviendra un chef de grain. Donc l'exécutif est renforcé au niveau du président de la République. Donc c'est pourquoi nous avons dit à un moment donné,
il y a des imperfections. Donc nous devons travailler, nous autres, à corriger ces imperfections-là. Il y en a d'autres encore, mais peut-être on ne peut pas tout dire. Boulambaro, Sékou Niamé Bakili insiste sur des imperfections à corriger dans la nouvelle constitution. Existe-t-il, selon vous, des imperfections dans la nouvelle constitution? Non, c'est un travail humain. Il faut se dire qu'on ne peut pas être 100% satisfait. Même moi, je reconnais certaines choses qui ne me conviennent pas. Mais à ce stade, je dis bien à ce stade, les débats liés aux élections référendaires est clos. Je parle des élections. Oui, apparemment, ils sont soit ils sont dans les élections, soit ils sont dans les contentieux électoraux. Maintenant, est-ce que vous partagez son idée selon laquelle il existe ces imperfections qu'il vient de citer qui, selon eux, constituent... Pour moi, c'est la pratique qui peut renforcer ce qu'ils sont en train de dire comme imperfection. Tout ce qu'il a eu à citer, il a parlé d'un certain aspect que les M5 n'étaient pas dans cette logique. Concernant le Conseil supérieur de la magistrature, non, nous n'étions pas dans cette logique. Je voulais retirer, non. Maintenant, par rapport à la Cour constitutionnelle, oui, je suis d'accord avec vous que les M5 voulaient autre forme que de donner la latitude à la Cour constitutionnelle, de permettre à la Cour constitutionnelle, il peut donner les résultats définitifs, mais ne pas permettre à la Cour constitutionnelle de redresser ou de changer les trucs. Ce sont les termes qui ont été dit. Il peut vous donner les résultats définitifs, mais on ne peut pas les permettre de toucher à certains aspects des résultats. Sans quoi, ils peuvent rejeter les élections. Donc, c'est des petites nuances qui étaient dans nos documents au niveau du M5. Pour moi, à ce stade, je dis bien, on est sous l'empire d'une constitution. Il s'agit pour nous de réfléchir, d'analyser comment mettre des institutions avec des hommes valables. Parce que les hommes qui déterminent désormais la marche à suivre, à beau avoir un texte parfait, lorsque les hommes ne sont pas aussi... l'éthique, la morale ne suit pas, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, c'est le bon sens souvent qui doit amener les hommes à appliquer, même souvent les mauvais textes, dans le sens du bien-être de la population. Mais on a les beaux textes, mais les hommes sont appelés toujours à galvauder ces textes-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à cette constitution, mais il y a aussi des avancées qu'il faut signaler. Donc pour moi, ce qu'il convient aujourd'hui, en ce moment-là, comment mettre des institutions, des véritables institutions, conformément à la constitution nouvelle, à la nouvelle constitution, pour qu'on puisse faire face à notre construction démocratique. C'est surtout ça qu'il s'agit. D'accord. En quoi le changement d'une constitution peut-il améliorer la gouvernance? Vous voyez, c'est l'histoire qui exige le changement de constitution. Depuis la première, comme vous venez de le dire, vous parlez de la première république, c'est l'histoire politique qui exige souvent l'adoption de nouvelles constitutions. Ce n'est pas l'initiative personnelle d'un individu. Tu te lèves un beau matin pour dire je vais changer la constitution. Non. C'est l'histoire politique. Ça a été reconnu ici, la constitution de 92. Nous sommes des artisans de la constitution de 92. Mais pourtant, à un moment donné, nous étions d'accord pour sa révision. Et toutes ces tentatives qui ont été faites pour la réviser ont été soldées par un échec. Mais l'occasion nous est donnée à travers la révolution du M5 pour qu'on puisse aller vers une nouvelle constitution carrément. Et la nouvelle constitution qui fait l'objet d'un débat aujourd'hui a pris en compte beaucoup d'aspects de la constitution de 92. Pour ne pas dire qu'on n'a pas voulu jeter l'enfant avec l'eau du bain. Mais les perfections qui doivent être apportées pour qu'on puisse réellement asseoir un véritable élan démocratique, ces aspects ont été introduits. Maintenant, au bout de la pratique, au fur et à mesure, dans le cadre de la pratique démocratique, on va certainement déceler d'autres faiblesses. Ça, c'est inhérent à la vie de tout. Concrètement, quel type de gouvernance faut-il s'attendre avec la naissance de cette 4e République? Une gouvernance vertueuse. Une gouvernance vertueuse fondée sur la redevabilité. Parce que c'est ça qui manque. Vous voyez dans quelles conditions les élections sont organisées. On a du mal à changer le comportement des électeurs. On l'a constaté.
Ce n'est pas dans les tests qu'on va régler ça. Tout ce qui est interdit au cours d'une élection, on le constate. Mais si généralement les partis au pouvoir même s'adonnent à ces genres de pratiques, ça ne finit pas. Dans un passé récent, l'occasion était donnée à un régime qu'on a mis fin pour ne pas nous entraîner dans ces pratiques anciennes. Mais malheureusement, nous avons été rattrapés par la corruption, la gabégie, tout ce qui concerne la corruption autour des élections. Tant qu'on ne fait pas d'élections propres et que ceux qui sont élus soient réellement représentatifs de la masse populaire, on aura toujours un régime une gouvernance qui ne répond pas aux aspirations du peuple malien. Il s'agit aujourd'hui tout simplement d'une gouvernance vertueuse, fondée sur la redevabilité. Une gouvernance vertueuse fondée sur la redevabilité est-elle possible avec cette nouvelle constitution, cette 4e République? Pour nous, on a tout le temps dit, nous on pense que l'avènement d'une nouvelle constitution ne changera rien au comportement des Maliens. Je rejoins le Kro Barrow, ce qu'il a dit, il faut que l'homme malien change. On est tous d'accord avec ça, parce que la pratique institutionnelle aussi, ça dépend de l'homme. Au-delà de ça maintenant, nous on a tout le temps dit que les problèmes du Mali se trouvent ailleurs, ce n'est pas au niveau de la constitution. On vient de citer ici la corruption, la mauvaise organisation des élections. Donc c'est des problèmes auxquels on devait s'atteler pour nous. Parce que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas forcément adossé à une nouvelle constitution. Parce qu'on a déjà une constitution qui prévoyait tout ça. Il y avait la charte aussi qui prévoyait comment aller aux élections. Donc pour nous, aller forcément à une nouvelle constitution n'est pas nécessaire. Nous, on pensait qu'on allait s'accentuer sur d'autres problèmes. Comme vous l'avez si bien dit, vous parlez des institutions. Prenons les institutions qui ont été toujours reconduites au sein de la nouvelle constitution. Prenons la médiature. Aujourd'hui, la médiature, on peut dire que ça tourne en rond. Parce qu'ils n'ont pas les prérogatives nécessaires pour pouvoir saisir l'administration pour trouver des solutions aux administrés, aux problèmes des administrés. Le vérificateur, il fallait changer, il fallait avoir le courage politique de donner le ton, de changer ses prérogatives pour qu'il puisse aller au-delà de ce qu'il a aujourd'hui. Mais on a vu qu'avec la nouvelle constitution, on n'a pas fait cas de ces problèmes-là par rapport aux institutions. Prenons l'EJ qui doit organiser les élections. Quand nous parlons du processus électoral, forcément on doit parler de l'EJ. Aujourd'hui, personne, quand même pour nous, personne ne peut dire que l'EJ qui est là aujourd'hui peut organiser les élections dans 6 mois. Et que ce sera des élections transparentes et crédibles. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé récemment avec le référendum. Il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'EJ même. Donc, nous pensons que c'est vrai, on doit s'accentuer sur les institutions, mais il faut le faire avec la manière. Donc pour nous aujourd'hui, la gouvernance que nous voulons, si nous la voulons vertueuse, on doit beaucoup s'accentuer sur les hommes, sur les institutions, en les rendant vraiment crédibles, fiables. Mais ce n'est pas avec cette nouvelle constitution qu'on pourra le faire dans notre entendement. Vous avez dit que cette constitution ne pourra rien changer dans la gouvernance. Or, le président de la transition, lors de sa visite à Caille, avait affirmé qu'avec cette nouvelle constitution, l'or malien sera brillé pour les Maliens, que le Mali aura son or à part entière. Oui, c'est vraiment dommage que le président de la transition dit ses propos vraiment au peuple malien, parce qu'on a vraiment besoin d'un président qui est capable de dire la vérité au peuple. Je reviens un peu en arrière. Lors du campagne référendaire, mais il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de débat, il n'y a rien eu. On s'est focalisé sur des faux problèmes. Si tu votes le 8, tu es pour le Mali, il y aura ceci, il y aura cela. Ceux qui sont contre ceux qui sont pour le non sont des anti-maliens, c'est des Français. Alors que nous voulons un débat clair, sain et objectif pour notre pays. Dans la nouvelle constitution, où est-ce qu'on parle de l'or? Moi, je ne sais pas quoi, vraiment. Ça peut être dans le code minier, mais que dire que c'est la constitution qui va prévoir la création de ceci, cela. Non, il faut arrêter cela. Il faut dire la vérité. La constitution n'a rien à voir avec son projet de développement. Tu peux faire ton projet de développement sans toucher à la constitution. Donc pour nous, ça c'est un faux débat. Que le président aille à Caille,
dire, ou bien dans une autre ville, dire que bon, je vais faire ce programme, je vais faire ceci. C'est très bien s'il arrive à le faire. Mais il ne faut pas qu'il oublie aussi qu'il n'a que 6 mois. Hein. Parce que le programme qu'il a annoncé, moi je pense que c'est un programme pour 10 ans. Alors que la transition prend fin avec l'élection. Et l'élection est prévue dans 6 mois. Donc vraiment, il est temps qu'on sorte de ça et qu'on dise la vérité au président. Parce que nous, on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens qui l'entourent ne lui disent pas la vérité. D'accord. Ne lui disent pas la vérité. Ça revient à ce que Ibeka avait dit auparavant. Alors, dites-nous, aujourd'hui, selon le président de la transition, avec l'avènement de cette 4e République, cette 4e République ambitionne de bâtir une économie forte qui sera fondée sur les technologies nouvelles et une industrie de transformation des ressources naturelles. Est-ce que c'est rassurant? Oui, je rappelle quand même les récents discours du Premier ministre Sogel Kokala Maïga. Le discours ne tient pas longtemps. Ça, c'est le discours du président de la transition. Oui, Sogel n'a pas désigné quelqu'un, il a dit le discours patriotique et nationaliste, selon lui. Moi, je dis jusqu'à présent, nous sommes dans des discours. Le président a dit quelque chose, moi, je les mets dans la cagnotte des promesses. D'abord, elle a dit, il n'a que 6 mois. Donc, peut-être comme l'État est une continuité, les promesses aussi d'un président, que ce soit de transition ou de la République aussi, doivent être prises au sérieux par l'exécutif surtout, par le gouvernement. On verra bien à la longue ce que ça va donner. En tout cas, il a fait de belles promesses à Kaï, des promesses qui permettent de booster l'économie de notre pays. Nous les voulons, nous les souhaitons aussi. Inch'Allah, à l'avenir, on gisera les maçons à la tasse. Maintenant, et toujours sur ce même sujet, j'aurais voulu quand même passer mon grand frère, le Boula, a pris un exemple sur un régime précédent. Moi, j'aurais voulu, malheureusement, qu'on prenne ces exemples-là, même lors de cette transition. Ces violations qui ont émaillé les régimes précédents n'ont pas cessé. Il faut avoir le courage de le dire. On ne manque pas d'exemples dans cette transition, de violations des textes. Prenons même les cas, bien avant les campagnes référendaires, on a vu un Premier ministre lors de la vulgarisation qui a appelé le peuple à voter oui, pour le oui. On a vu ça dans ce pays, ça c'est une violation des textes. On n'a pas besoin de retourner dans les régimes précédents pour prendre des exemples de violations. Lors de la campagne, l'article 83 de la loi électorale a été violé, l'article 100 a été violé, l'article 101 a été violé devant tout le monde. Nous savons lors de la campagne référendaire ici comment le stade du 26 mars a été rempli. Par quels moyens? C'est la loi électorale qui a interdit le port des t-shirts. Qui ici parmi nous peut dire qu'il n'y a pas eu des militants des partis politiques soutien du oui qui ont fait porter des t-shirts à leurs adhérents? On l'a vu. Pire encore. On a vu les moyens de l'État mobilisés en faveur du camp du oui. On a vu des communiqués, des départements appelant les personnels des fonctionnaires à aller remplir les stades en faveur du oui. D'accord. Pensez-vous que quand le président de la République, quand le président de la transition disait que c'est un nouveau départ pour le Mali, êtes-vous sûr que ça va être un nouveau départ pour le Mali? En réalité, moi je le souhaite. Je le souhaite et je pense qu'il est de bonne foi, même s'il ne sera pas là pour les exécuter, d'autres seront là. Mais moi, je pense que ce sont de très belles promesses. Je préfère attendre celui qui viendra. Parce que imagine par rapport aux écoles, aux établissements scolaires, ce qu'il a dit. Oui, bon, construire des écoles, c'est bien. Mais entretenir les enseignants aussi est bien mieux que construire des écoles. Si on construit des écoles pendant qu'on n'a pas des enseignants dans de bonnes conditions, moi, je ne sais pas quel résultat ça va donner. Si on construit de nouvelles écoles pendant que les bacheliers de 2021, les bacheliers de 2022 attendent leur entrée à l'université jusqu'à présent, je pense qu'on n'aura pas fait quelque chose. On doit d'abord régler les problèmes existants. Parce qu'on est un État. On est président d'une nation. Les problèmes existants, on doit les écouler d'abord avant de faire d'autres promesses. Ce sont des belles promesses.
Et je souhaite aussi que ces promesses-là soient réalisées à l'avenir. Mais j'aurais voulu quand même que le président s'attelle à régler les problèmes de l'école actuelle. Et de passage, je félicite quand même les efforts qui ont été consentis ces 2 dernières années par rapport à l'organisation des examens au niveau du DEF et au niveau aussi du baccalauréat. Ce sont des efforts à saluer. Nous demandons à ce département de continuer sur ce chemin. D'accord. En dehors de cette affirmation du président de la transition, quels pourraient être les autres avantages de la 4e République? Oui, moi, c'est mon inquiétude. Hein. Peut-être qu'il ne m'a pas suivi. Ce sont ces comportements qui viennent citer que j'ai fustigés. Il y a des choses qui sont passées lors de ces élections que moi, je n'ai pas appréciées. Et il faudrait qu'on passe ça, qu'on dépasse ces genres de comportements lors des élections. C'est ce que j'ai fustigé. Maintenant, et vouloir aussi, c'est encore inquiétant quand on veut confondre notre constitution au discours du président. Parce que voilà, le débat est en train d'aller dans ce sens. La constitution, c'est la constitution. Le discours du président, c'est un discours politique. Je ne les confonds pas. Et quand on doit analyser la constitution, qu'on analyse la constitution, et ce que ça peut apporter aux Maliens. Mais ce que le président a dit, je mets ça dans l'école d'un discours politique. D'accord. Qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle constitution? Ce qui va changer, ce sera la réorganisation de nos institutions. Nous serons amenés à réorganiser nos institutions. Et les institutions ne sont pas à l'image d'un individu. Et ce que je suis en train de constater, même à travers les débats, c'est très inquiétant. Moi, je ne vois pas notre réorganisation institutionnelle à l'image d'un homme. C'est vrai que les hommes sont là. L'État, c'est une continuité. Chacun joue son rôle à un moment donné. Mais on ne peut pas réduire la constitution d'une nation à la volonté ou au discours d'un individu. C'est très inquiétant. Et tout ce qui a été fait lors de ces élections-là, de tout part, les gens se plaignaient de ce que nous avons constaté. Mais il y a une différence qu'il faut signaler. Il y a une nuance. C'est que les référendums, le projet de texte référendaire est porté par l'exécutif. C'est leur projet. C'est eux qui portent le projet. Nous autres, nous accompagnons. Mais celui qui porte le projet, s'il n'a pas le droit de faire la promotion de son propre projet, qui va le faire à sa place? Maintenant, si c'est une violation des textes, quel qu'en soit, on les a appelés, c'est l'exécutif. C'est eux qui portent le projet. Donc, partant de ces faits, il faudrait que nous revoyions dans notre pratique. Les gens n'ont pas l'expérience des élections référendaires. Ça fait plus de 30 ans, le Mali n'a jamais connu d'une élection référendaire. Et nous connaissons les autres types d'élections, mais pas ces types-là. Donc il faudrait que nous intégrions ça dans nos réflexions. Que lorsque l'exécutif porte son projet, il a le plein droit de faire la promotion de son projet. Quels sont selon vous les défis à relever? Les défis, on l'a dit, c'est le développement tout court. Le seul défi à relever, c'est d'aller vers une gouvernance vertueuse pour amorcer le développement de ces pays-là. C'est le seul défi qui reste. On a parlé des écoles. Je peux peut-être les suivre dans ce sens. On a parlé de la création de la constitution des écoles. Là, nous ne sommes pas dans la constitution, nous sommes dans le discours politique. Mais il y a des écoles qui sont fermées. Mais concrètement, qu'est-ce qui est en train de faire pour aller vers ce développement dont vous parlez? C'est ce que j'ai dit. D'abord, il faudrait que nous fassions face, qu'on sorte de ce débat, qu'on fasse face aux élections à venir. Et qu'on exige à ce qu'on respecte les calendriers, le chronogramme de la transition. Pour qu'on puisse boucler cette étape transitionnelle, pour qu'on aille vers des institutions démocratiques. Pour moi, c'est le débat qui doit nous animer aujourd'hui. Mais si nous voulons rester dans les débats intérieurs, on ne s'en sortira pas. D'accord. Comment éviter les tares et les insuffisances connues sous les autres républiques? Oui, je vais rejoindre le Coro. Maintenant, je vais rejoindre Coro toujours par rapport à ce qu'il vient de dire tout de suite, par rapport à la confusion qu'on fait entre la Constitution et la personne du président. Et je pense que nous, on a eu à les décrier très très fort en disant qu'aujourd'hui, on est en train d'amener les Maliens à penser que le projet qui est là est porté par Assimi, donc c'est pour Assimi. Alors qu'on a dit qu'Assimi est juste là, il porte le projet, mais le projet c'est pour le Mali. C'est pour ça que nous, on a dit que, c'est-à-dire, il ne faut pas confondre les deux. Le frère a parlé
des campagnes, comment ça a été organisé, ce que l'administration a eu comme implication, ce que le ministre même de l'administration territoriale, qui est partie prenante du processus, a eu à faire. Donc on ne va pas revenir sur ça. Mais je suis d'accord qu'il faut faire la part des choses entre le président et la Constitution. Et ça, on a eu à le dire. Maintenant, pour revenir je disais, à votre comment question, éviter les tares et les insuffisances connues sous les autres républiques? Comment éviter? Oui. Nous pensons qu'il fallait vraiment créer l'accès, parler avec tout le monde, écouter tout le monde, même si on n'avait pas les mêmes façons de voir les choses. Et je pense que ça n'a pas été fait. Parce que à un moment donné, bien sûr, à un moment donné, quand il dit le contraire de ce que le régime actuel pense seulement, on ne t'écoute pas, on ne te donne pas la parole, on t'empêche même de tenir des trucs pour pouvoir donner ton avis. Donc moi je pense que ça a vraiment joué sur la qualité de la chose. Mais aujourd'hui, si on veut refaire ça, si on veut vraiment bien faire, il n'est jamais trop tard pour bien faire pour nous. Nous, on l'a eu à le dire, personne n'est contre cette transition. Personne n'est contre la personne du président ou contre X ou Y. Mais c'est des Maliens comme nous tous. Mais il y a peut-être 2 ans, personne ne connaissait Assimi. Ou bien personne ne connaissait Sadio. Comment on peut être contre ces gens-là, quelqu'un qu'on ne connaît même pas? Donc nous voulons simplement un vrai débat, que tout le monde soit écouté, qu'on donne la parole à tout un chacun, que les gens donnent leurs avis et que les gens donnent ce qu'ils pensent être bon pour le pays et qu'on puisse prendre ça en compte, même si on n'est pas du même avis. Donc c'est ça qui pourra nous permettre de sortir de tout cela. Pour nous. Ok, il nous reste 3 minutes à partager ensemble. Je vous repose la même question. Comment éviter les tares et les insuffisances connues sous les autres républiques du pays? On doit changer nos comportements, c'est très simple. Et de tout le temps, on a toujours eu de très bons textes au Mali. Peut-être les textes peuvent évoluer avec le temps, ça c'est normal, parce que les droits aussi c'est comme ça, c'est évolutif. On peut comprendre ça, mais on a toujours eu de très bons textes. Donc là, ce n'est pas le problème. Donc ça veut dire que dans un premier temps, on a besoin des hommes forts. Contrairement à ce que certains disent, quand je dis hommes forts, il s'agit des hommes capables de respecter les textes. Capables de respecter et de faire respecter. Lorsqu'ils sont investis d'une mission de puissance publique ou de pouvoir public. C'est ça qui nous manque au Mali. C'est pourquoi les Maliens ont placé beaucoup d'espoir en cette transition en pensant qu'il y aura un changement de comportement. Et du début à maintenant, on voit les mêmes pratiques des autres républiques que tu viens de dire, donc qui continuent. Donc ça voudrait dire que quand les premiers responsables qui sont chargés de veiller sur le respect des dispositions textuelles et même soit à l'origine des violations, là ça inquiète. Donc pour le futur et pour mieux protéger la Constitution du 22 juillet 2023, il va falloir qu'on ait des hommes capables d'animer ces nouvelles institutions et d'aller vers le respect des textes. On a fait croire aux Maliens que voter la Constitution, c'est soutenir Assimi. Voter la Constitution, c'est être un bon Malien. Alors, être contre la Constitution ou voter le non veut dire que tu es un façon de... Alors, comment amener tous les Maliens aujourd'hui à accepter l'acte fondamental déjà promulgué? Non, moi je vous ai dit que du moment où c'est promulgué, ça s'impose à tout le monde. On n'a pas le choix, on ne va pas appeler quelqu'un à respecter. On va appeler les citoyens à être des bons citoyens et les dirigeants à être des bons exemples pour les citoyens. Et c'est la seule solution pour moi, pour que tous ensemble, nous puissions aller vers le respect des normes. D'accord. Quelle sera la suite après la promulgation de l'acte fondamental? Est-ce qu'il va être présenté au Parlement? Non, toi aussi, Imran. Ça, c'est déjà, nous sommes sous l'empire de la Constitution. Autrement, vous allez voir les décisions, les actes qui vont sortir là. C'est cette Constitution qui sera visée à l'entête. Donc ça, c'est déjà clos, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, pour qu'on puisse éviter les tares du passé, il faudrait que chacun occupe sa place. Il y a que sa place et toute sa place. Que la classe politique joue réellement son rôle, tout en occupant sa place. Et que les forces de défense et de sécurité regagnent leur place, et tout en occupant toutes les places. Et que la société civile soit regardante.
qu'elle soit regardante, qu'elle veille. C'est la seule solution pour moi que je propose pour qu'on puisse... D'accord, la seule solution est que la société civile veille sur la nouvelle constitution. C'est sur ce mot de Boula Mbaro, membre du directoire du parti CINI de Congrès d'initiative démocratique, que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur la 4e République, quels enjeux et défis. Et nous étions avec Boula Mbaro, membre du directoire du parti CINI de Congrès national d'initiative démocratique, Sekou Nyame Abakili, porte-parole du Rassemblement pour le Mali RPM, Youssouf Daba Diawara, coordinateur général de la coordination des mouvements et associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko Semas. Ce débat a été réalisé par Mariam Koulibaly et supervisé par Sekou Gadjigo à la régie vidéo et mise en onde Salim Diawara et Adjaratou Traoré. À la présentation, je suis Mrana Kelo Maïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.